Bonjour à tous, j'espère que la bourse vous donne le sourire en ce moment. On va regarder ensemble quel est le meilleur ETF S&P 500 sur PEA. Voici mon comparatif. Alors c'est un comparatif qui va être rapide parce qu'on va regarder que 3 ETF, le BNP Paribas, le Amundi et le petit nouveau, le iShares. On va regarder quelques critères, puis surtout on va regarder les performances réelles réalisées par ces 3 ETF et ensemble on choisira le meilleur ETF S&P 500 sur PE. Alors voici les 3 seuls ETF S&P 500 éligibles au PEA. Alors il en existe d'autres, hein, mais ce ne sont pas des ETF classiques. Là, je parle vraiment d'ETF classiques, c'est-à-dire pondérés par capitalisation, qui ne sont pas couverts contre le risque de change, donc ils sont bien exposés au dollar, donc ils ne sont pas hedgés. Ce ne sont pas des ETF sectoriels qui vont suivre un secteur particulier. Ce ne sont pas non plus des ETF qui vont suivre une stratégie particulière de type basse volatilité, croissance, momentum. Ce ne sont pas non plus des ETF à effet de levier. Vous savez qu'il existe plusieurs dizaines d'ETF S&P 500. Non, là, je parle uniquement des ETF S&P 500 classiques éligibles au PEA. Donc, il n'y en a que 3 et ce sont des ETF synthétiques. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir être éligible au PEA. Il n'y a pas de réplication physique. L'ETF ne va pas détenir les 500 valeurs du S&P 500. Il va détenir en fait un panier d'actions, des actions européennes essentiellement, pour pouvoir être éligible au PEA. Et dans le cadre d'un contrat de swap, il va échanger la performance de son panier d'actions contre la performance réalisée par la bourse américaine, ce qui va vous permettre, vous en tant que détenteur de l'ETF, de bénéficier des performances de la bourse américaine, tout en ayant l'éligibilité au PEA. Alors, s'agit-il d'une manière de contourner la loi? Peut-être, mais en tout cas, c'est parfaitement légal et admis. Avec ces 3 ETF, on peut s'exposer à la bourse américaine sur son PEA. Dans les 2 premières lignes de ce tableau, je vous ai mis le nom commercial de l'ETF pour pouvoir le retrouver plus facilement, ainsi que son code ISIN. Et dans les 5 lignes suivantes, je vous ai mis 5 critères qu'on regarde habituellement, même si on va voir qu'au cas particulier, ils ne sont pas déterminants. Alors, je commence par les frais. Vous voyez, en ligne numéro 3, pour le BNP Paribas Easy, les frais sur encours sont de 0,13%. Pour le Amundi PEA, les frais sont de 0,12%. Et pour le BlackRock, dont le nom commercial est iShares SP500 Swap PEA, les frais sont de 0,10%. Donc, quand on regarde ça, on pourrait se dire, bah, le meilleur, c'est le iShares, puisqu'il a moins de frais. Eh bien, c'est pas forcément vrai. Il faut nuancer cette question de frais pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que vous voyez, les frais sont quand même très proches, 0,13, 0,12, 0,10. Donc, par exemple, sur un encours de 10 000 euros, vous aurez chez BNP Paribas 13 euros de frais annuels. Ils ne sont pas prélevés sur votre compte, hein, ils sont intégrés directement dans la valorisation de l'ETF. Chez Amundi, ce sera 12 euros de frais pour un encours donc de 10 000 euros, chez BlackRock 10 euros. Donc vraiment un écart très faible puisque sur 10 000 euros d'encours, il n'y a que 3 euros d'écart de frais entre le plus cher, le BNP Paribas, et le BlackRock. En fait, les 3 ETF ont des frais très bas. Lorsque vous voyez des frais inférieurs à 0,2 à 0,3%, c'est déjà un ETF qui a des frais bas. C'est un des avantages d'ailleurs d'investir sur des ETF S&P 500 plutôt que sur des ETF MSCI World, parce que généralement on a quand même un petit peu moins de frais sur les ETF S&P 500. Et il y a une deuxième raison, selon moi, pour mettre de côté cette question de frais, outre le fait qu'ils sont très proches, c'est qu'à mon avis, il faut regarder la performance réelle de l'ETF. C'est ça le vrai critère. Et cette performance réelle, elle n'est pas forcément corrélée à la faiblesse des frais. Alors certes, normalement, la performance doit être exactement celle de l'indice de référence, mais en pratique, il y a des petits écarts. C'est ce qu'on appelle la tracking erreur. Et même en pratique, les émetteurs d'ETF arrivent même légèrement à battre l'indice de référence parce qu'ils arrivent à optimiser le contrat de swap qu'ils passent. Ils peuvent même faire des prêts de titres sur les titres qu'ils détiennent et grâce aux prêts de titres avoir une petite rémunération qui va compenser les frais qu'ils prélèvent. Donc ce qu'il faut regarder, c'est plutôt comment l'émetteur gère concrètement ses titres et la performance qu'il délivre plutôt que les frais. Et on va voir dans le tableau suivant que bien que BNP Paribas ait les frais les plus importants, bah, jusqu'à présent, c'est plutôt lui qui a délivré la meilleure performance. Il y a un autre critère qui peut avoir son importance, c'est celui de la domiciliation de l'ETF. Vous voyez que le BNP Paribas, le Amundi sont domiciliés en France, tandis que le iShares de BlackRock est domicilié en Irlande. Alors, en vérité, ce critère, il est surtout important pour des ETF à réplication
physique, puisque la domiciliation en Irlande va permettre d'optimiser, la taxation sur les dividendes. Le taux de retenue à la source sera de 15 au lieu de 30, ce qui permet de réinvestir davantage de dividendes dans l'ETF. En revanche, sur des ETF PEA, qui sont synthétiques, qui ne sont donc pas à réplication physique, en principe, ça doit un petit peu moins jouer. Donc là, sur le critère de la domiciliation, avantage quand même à BlackRock, le iShares qui est domicilié en Irlande, mais c'est pas forcément un avantage déterminant. Donc on va regarder les autres critères et la performance. Critère suivant, qui pour moi est important quand même, c'est le prix de la part. Pourquoi? Parce que sur PEA, vous ne pouvez pas faire du fractionnement, d'ETF. Donc si vous voulez, faire un DCA sur PEA, vous êtes obligé d'acheter des parts entières. Donc plus le prix de la part est cher, plus ça peut vous mettre en difficulté pour pouvoir réaliser votre DCA. Si vous voulez toujours investir la même somme, par exemple tous les mois 300 euros, ben, parfois vous n'allez peut-être pas arriver à faire à vous approcher de la barre des 300 euros parce que la part est trop chère. Donc ça va vous obliger peut-être à mettre un petit peu plus ou à mettre un petit peu moins et on s'écarte de la logique du DCA qui est normalement d'investir toujours le même montant sur le même actif à la même fréquence. Donc, moralité, il vaut mieux que la part soit la plus basse possible. C'est là donc un avantage du iShares de BlackRock puisque eux, ils viennent de lancer leur ETF avec une part au départ à 5 euros. Le BNP Paribas est à 28 euros, donc ça reste une part assez basse. Par contre, le Amundi, ça c'est un gros inconvénient pour moi du Amundi, la part est à 48 euros. Le dernier critère qu'il est important et même indispensable de regarder, c'est l'ancienneté de l'ETF et ses encours, puisqu'il peut y avoir des risques, hein, pour des ETF qui ont des petits encours. Il peut y avoir un risque tout simplement que l'ETF soit fermé par, l'émetteur et puis, on considère généralement que moins l'encours est important et plus il y a de risques que l'ETF ait une tracking erreur importante par rapport à son, indice de référence, à l'indice qu'il suit. Donc là, avantage au BNP Paribas qui est le plus ancien et qui a le plus d'encours. Le Amundi a quand même un encours important qui s'approche du milliard d'euros. Quant au BlackRock, puisqu'il vient juste d'être créé, il a un encours pour le moment très faible, 10 millions d'euros, mais ça devrait monter, notamment grâce au partenariat BlackRock et Boursorama. J'en viens au plus important, la performance. Alors regardez bien ce tableau que j'ai préparé pour vous. On voit la performance du BNP et du Amundi sur les années 2020 à 2024. Il n'y a pas le iShares de BlackRock puisque le iShares de BlackRock a été lancé en 2025. Alors qu'est-ce qu'on constate? D'abord, c'est que généralement les deux émetteurs, BNP et Amundi, battent l'indice de référence. L'indice, c'est le S&P 500 Net Total Return en euros. Si vous ne savez pas comment trouver cet indice, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien en haut ici. Vous pourrez cliquer pour voir la vidéo qui vous permet de trouver l'indice S&P 500 Net Total Return en euros. Donc c'est le S&P 500 retraité de la variation de change entre l'euro et le dollar. Donc on voit par exemple qu'en 2020, cet indice avait fait plus 8,03%. Eh bien le BNP et le Amundi l'ont battu tous les deux. Mais le BNP a fait un petit peu mieux, 8,66% contre 8,55% pour le Amundi. L'année suivante, en 2021, même chose, le BNP et le Amundi ont battu l'indice. Le Amundi a fait légèrement mieux que le BNP. En 2022, ça a été une année, perdante, hein, une année baissière. L'indice a fait moins 13,17%, bah, le BNP a fait moins 12,96, donc mieux que l'indice et mieux que l'Amundi qui avait fait moins 13%. En 2023, c'est le BNP qui a battu le Amundi. Tous les deux ont battu l'indice, comme d'habitude. Et en 2024, l'indice a fait 32,82%. Alors là, le BNP n'a pas battu l'indice, il a fait exactement la même chose, 32,82%. Par contre, le Amundi a fait un petit peu mieux que le BNP avec 32,85%. Donc, moralité, bah, on ne sait pas lequel des deux l'emporte finalement. Parfois c'est le BNP, parfois c'est le Amundi. Sur l'ensemble de la période 2020-2024, c'est quand même le BNP qui a fait un petit peu mieux que le Amundi, mais ce n'est pas flagrant. Donc pour moi, ça ne suffit pas pour éliminer le Amundi par rapport au BNP.
Alors regardons quand même un petit peu 2025 pour voir ce que donne le iShares de BlackRock, on commence à avoir les premières performances du iShares. Je précise que je tourne cette vidéo en septembre 2025, donc on a eu les performances du iShares sur juillet et août. Je les ai récupérées sur Just ETF. Par contre, pour juin 2025, je n'ai pas trouvé la performance du iShares. Enfin bon, peu importe, on a déjà 2 mois pour commencer à regarder ce que donne le iShares. Donc sur le mois de juillet, on voit que le BNP a fait plus 4,86%, un petit peu mieux que le Amundi qui a fait plus 4,82%, et puis mieux que le iShares qui a fait plus 4,72%. Sur le mois d'août, c'était un mois baissier. Le BNP a fait moins 0,32%, le Amundi moins 0,29% et le iShares moins 0,19%. Alors que faut-il en conclure? D'abord que BNP et Amundi sont toujours un touche-touche, hein. Un coup c'est l'un qui fait mieux, un coup c'est l'autre, et toujours à peu près dans des ordres de grandeur similaires, donc difficile de départager l'un et l'autre. Par contre pour le iShares, on voit, et là c'est un petit peu bizarre, des écarts un peu plus importants de 0,1 point quand même, que ce soit au mois de juillet et au mois d'août. Au mois de juillet en défaveur du iShares et au mois d'août plutôt en faveur du iShares. Donc il semblerait quand même que le contrat de swap de BlackRock fonctionne un petit peu différemment de ceux de BNP et Amundi, et qu'on puisse avoir sur une année civile complète des écarts un petit peu plus importants entre le iShares d'un côté et le BNP et le Amundi de l'autre. Mais en tout état de cause, ces écarts ne seront pas majeurs. La conclusion de cette vidéo pour moi, c'est qu'en fait, on peut choisir n'importe lequel de ces 3 ETF, on aura sensiblement la même performance. Moi, personnellement, j'investis sur le BNP. Pourquoi? Bah, parce que le prix de la part n'est pas trop cher, parce qu'il a un bon historique, parce qu'on le connaît mieux. Par contre, je n'exclus pas à l'avenir, pourquoi pas, d'investir un petit peu sur le iShares. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ma conclusion et de mon analyse, ou à m'indiquer quel ETF S&P 500 vous avez choisi pour vos investissements. Et puis si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas avant de partir de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver plus facilement la prochaine fois sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!